de la transition. Le titre, c'est « Se prendre en main ». On va parler du passage de soins pédiatriques aux soins de rhumatologie pour adultes. Nous avons plusieurs personnes ce soir qui sont avec leurs enfants, leurs adolescents. Nous avons aussi des professionnels de la santé et nous avons tout un groupe qui peut vous aider au cours de la transition. J'aimerais remercier notre commanditaire, Nicola Wealth Management, AbbVie, Amgen, Sobi. Leur appui nous permet de donner cette série d'éducation. Et nous avons aussi une bibliothèque d'éducation virtuelle. Nous avons divers sujets, que ce soit le panel des gens, transition arthrite juvénile, l'UVI, l'activité physique, le méthotrexate, la GI 101, l'anxiété, dépression, rôle de la nutrition, etc. Alors, vous pouvez également consulter toutes les ressources que nous avons pour vous et votre enfant. Également, en plus de l'enregistrement, nous avons des ressources. C'est divisé en divers sujets, par exemple, que ce soit le centre de ressources COVID, les diagnostics, l'appui dans le cas d'injection, etc. Alors, on peut certainement en apprendre plus sur le sujet qui vous touche de plus près. Alors, qui est avec nous ce soir? Vous voyez ici que nous avons plus de 100 personnes qui se joignent à nous. Il y a 47 villes du Canada, 10 provinces, 12 centres. Aujourd'hui, au cours de la séance, vous allez écouter des professionnels ou des personnes ordinaires qui pourront parler également au sujet de leur maladie. Mais notre concept avant COVID, c'était d'avoir une foire nationale de transition où les professionnels, les familles pourraient comprendre ce qu'il en est, comprendre les pratiques exemplaires et également pouvoir trouver l'information au sujet des soins pour pouvoir naviguer dans ce processus de transition de soins pédiatriques aux soins pour adultes. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez en apprendre plus et également en parler à d'autres professionnels, etc. Et nous avons aussi des foires que vous connaissez déjà où vous pouvez échanger avec d'autres personnes et vous avez toute une communauté qui peut vous aider. Vous pouvez utiliser des textos, des courriels ou encore des groupes de discussion juste pour pouvoir communiquer entre vous. Alors, lorsque nous serons dans les groupes de discussion, vous allez vous retrouver 5, 10, 15 ou 20 familles qui se retrouvent dans le même centre. Et ce sont des personnes qui ont les mêmes défis à relever, les mêmes changements que vous. Et Casey and Friends est là pour animer les discussions, pour pouvoir parler des divers défis et en apprendre davantage. Et Casey and Friends également vous permet d'avoir accès à un groupe de 112 membres et c'est une communauté très active. Nous avons donc des parents qui posent des questions, qui célèbrent les succès, que ce soit les changements, ce qui touche les médicaments, les poussées, ce qui se passe à l'école. Et vous pouvez avoir accès à diverses ressources qui sont fournies par Casey and Friends. Maintenant, on va vous parler des prochains événements. Alors, juste après la séance aujourd'hui, vous allez recevoir un sondage et c'est très important de soumettre vos commentaires. Également, dans le courriel, vous allez avoir une liste de ressources. Alors,
on va aussi mettre en pratique certaines leçons apprises et vous pourrez consulter ce courriel. Vous pourrez avoir des ressources qui viennent des équipes de recherche, de rhumatologie, et de ceux qui s'occupent de transition. Il y aura des balados également. Vous pourrez avoir accès à du contenu qui est préparé par divers jeunes. Et Casey and Friends également organise des marathons et vous pouvez vous joindre à ces équipes-là, peu importe où vous habitez au Canada. Pour le moment, ça se passe à Toronto, à Halifax. Et cela nous permet de célébrer le travail qui se fait à Casey and Friends. Et également, notre équipe de Halifax est particulière parce que nous essayons d'avoir le premier marathon réservé aux femmes aussi et aux jeunes. Et notre prochaine séance va aussi traiter d'injection, mais nous avons aussi un soutien dans le cas d'injection. Et nous avons un rhumatologue pédiatrique, nous avons une infirmière, nous avons également un psychologue qui vous permet de mieux connaître et de naviguer dans ce système d'injection. Alors, quelques points de logistique maintenant. En général, nous avons une période de questions en direct, mais cela va se passer dans les groupes de discussion. Donc, après la présentation, vous allez voir un pop-up qui va vous inviter à vous joindre à un groupe de discussion. Donc, vous allez vous joindre à une autre salle. Vous pourrez ouvrir la caméra, activer le micro. Et s'il y a une question et on n'arrive pas à y répondre, on le fera après la séance. Vous pouvez envoyer un courriel à caseyandfriends.ca. Nous allons donc passer au vif de la présentation. Pour la première présentation de la séance, j'aimerais présenter Natasha Galhop et Evelyn, qui sont rhumatologues, ainsi que Danielle McCormick, physiothérapeute, qui dirige une clinique de transition à Women's College Hospital à Toronto, destinée aux jeunes gens atteints d'arthrite idiopathique juvénile. Et c'est une équipe qui montre beaucoup de compassion, qui offre des services de qualité. C'était la première équipe de ce genre à Toronto qui a été fondée en 2018. Et non seulement elles veulent donner des soins excellents, mais aussi donner des conseils sur la façon de naviguer tous les services qui sont offerts. Alors, s'il vous plaît, veuillez activer votre caméra, Dr. Natasha Galhop et Evelyn Rosenbly, pour votre présentation. Merci. Hi, everyone. I'm Natasha Gakon. I am an adult Bonjour rheumatologist tout le monde. at Women's. Je m'appelle Natasha Galhop. Je suis rhumatologue à Women's College Hospital. Merci à Casey and Friends qui organise cet événement. C'est la deuxième fois que nous organisons une présentation de ce genre. Je vais vous donner un aperçu de la transition. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Les objectifs de cette séance, c'est d'appuyer les patients, les familles et de comprendre qui, comment, où et pourquoi on passe par la transition.
et comment on arrive aussi à cette transition. On va en parler maintenant et on va approfondir le sujet dans les groupes de discussion. Dès le point de départ, j'aimerais vous dire que peut-être qu'on va vous donner beaucoup d'informations, mais c'est un processus. Ce n'est pas la peine de tout apprendre d'un seul coup, non. Vous allez devenir beaucoup plus à l'aise avec le sujet, vous allez mieux connaître l'environnement et les prestataires. Alors, première question, qui fait le passage aux soins pour adultes? Il y a bon nombre de patients qui continuent à être malades au cours de la vie adulte. Donc, des patients pédiatriques vont continuer à avoir besoin de soins de santé. Et ce que nous voulons, c'est donner les compétences, les habiletés voulues pour faciliter la transition de soins pédiatriques aux soins pour adultes. Alors évidemment, il y a beaucoup de préoccupations de la part des jeunes. Les jeunes se sentent peut-être désemparés, ont peut-être peur parce qu'ils n'ont jamais consulté un prestataire de soins pour adultes. Peut-être aussi que le jeune se sent abandonné par le médecin pédiatrique. Et les parents aussi ont des préoccupations. Alors, même les parents se sentent abandonnés par le médecin pédiatrique. Et ils ont peur que les enfants ne pourront pas s'affirmer ou ils ne pourront pas naviguer le système tout seuls. Également, ils s'inquiètent que les prestataires de soins de santé prennent des décisions à leur place. Mais les prestataires de soins ont aussi des préoccupations. Alors, c'est difficile de lâcher prise et ils sont inquiets que les adolescents ne vont pas respecter les rendez-vous. Également, les prestataires de soins ont peur que vous ne soyez pas prêts ou que vous n'ayez pas les compétences voulues pour accéder aux soins pour adultes. Également, du côté adulte, il y a des préoccupations. Il y a une inquiétude à l'égard des parents. Peut-être que les parents sont trop engagés dans les soins des enfants. Les prestataires de soins se posent la question, à qui est-ce que je parle? Le parent, l'enfant. Et peut-être qu'il y a une frustration aussi parce qu'il y a diverses transitions qui se passent chez le jeune adulte au même moment. Il y aura des différences entre les centres pédiatriques et les centres pour adultes. Alors, bien souvent, du côté des centres pour adultes, les cliniques ont une plus grande activité. C'est bien souvent le cas. Et du côté des centres pour adultes, beaucoup de centres n'ont pas les équipes qu'ont les centres pour les enfants, que ce soit les infirmières ou les autres thérapeutes. Et presque toutes les injections intra-articulaires se font à la clinique. Alors, on le fait à un seul endroit et cela peut faire peur lorsque c'est la première fois pour un jeune adulte. Et lorsqu'on a aussi des prises de sang, c'est différent du côté adulte. Et aussi, les examens d'imagerie diagnostique des articulations peuvent être un peu différents. Alors, la transition, c'est une planification ciblée permettant aux adolescents atteints d'une maladie chronique de passer au système de soins pédiatriques, au système de soins adultes. On va parler de modèles qu'on retrouve partout au pays. La planification est très importante. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cette étape de la vie.
On sait que l'école, la carrière sont des préoccupations. Sur le plan social, il y a beaucoup d'activités également. Il peut y avoir des problèmes de santé mentale et il y a aussi des questions de sexualité, de reproduction. Evelyn va maintenant prendre la parole et présenter la deuxième partie. Bonjour tout le monde, c'est bien d'avoir un groupe aussi diversifié. La philosophie des cliniques de transition. Il y a diverses façons qu'on fait ce passage et dans tous les programmes et tous les tous les prestataires de soins de santé souhaitent que la transition se passe bien. Nous avons beaucoup de chance au Canada. C'est que nous avons beaucoup de cliniques de transition. Avant, il n'y en avait que quelques-unes de ces cliniques-là. Maintenant, on en a partout au pays. La philosophie de chaque clinique peut être différente. Par exemple, à Vancouver, nous avons un modèle partagé entre les soins pédiatriques et les soins pour adultes. Il y a d'autres centres où la rhumatologie pour adultes se retrouve au centre de rhumatologie et le jeune va au centre de rhumatologie pour adultes. Quelquefois, c'est l'inverse. Il y a des visites dans un autre centre avant. Il y a divers modèles et cela dépend de la population qui se retrouve dans la région. Alors, quelquefois, il y a des soins de rhumatologie pour les jeunes atteints d'arthrite uniquement. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de programmes de ce genre et de centres de ce genre. On veut tenir compte de divers aspects, par exemple, avoir accès à des services de santé mentale, d'avoir aussi une sensibilisation à l'UVI, dépistage. Et dans certains cas, cela peut être problématique. Et aussi, il y a le diagnostic d'atteinte temporomandibulaire et gestion de la maladie. Dans certains cas, il y a des médecins pédiatriques qui s'occupent de la transition. Et bien souvent, nous avons un lien avec les médecins de famille. Nous avons donc des liens que nous gardons avec les divers prestataires de services pédiatriques. Alors, quand est-ce que cela se passe? Bien souvent, les centres veulent que les jeunes deviennent assez indépendants et que les activités de transition commencent dès l'âge de 12-14 ans. Il y a plusieurs objectifs de transition pour les patients. Il faut comprendre comment s'affirmer, comprendre le traitement, et également avoir de nouvelles compétences, s'occuper de sa santé, identifier aussi la maladie, bien identifier la maladie. Et maintenant, Daniel va prendre la parole. Okay, so Daniel dit que je suis contente d'être ici. Je suis ravie de pouvoir faire partie de cette clinique de transition. C'est vraiment une bonne occasion pour moi, en tant que thérapeute, de pouvoir le faire.
Alors, la transition est importante. Et vous savez, il y a des risques de se trouver perdu lorsqu'on doit faire le suivi. Bien souvent, les jeunes adultes ont quitté leur médecin. Ils peuvent avoir aussi des flambées, ils peuvent aussi interrompre les médicaments et on veut surtout euh, faire en sorte que les jeunes gens savent au juste que nous sommes là pour les aider et on veut que la transition soit la plus homogène possible. Alors, comment est-ce qu'on fait cette transition-là? Il y a les objectifs du patient et il y a les objectifs des parents. Alors, il ne faut pas oublier, lorsque vous êtes patient, que vous devez être présent parce qu'on veut vous aider à faire le passage. On veut que vous connaissiez bien votre diagnostic, les médicaments, la posologie aussi. Également, nous voulons nous assurer que vous connaissez bien la couverture d'assurance des médicaments et nous voulons nous assurer que si vous avez des préoccupations, vous pouvez les exprimer. Les préoccupations qui touchent la santé mentale ou les médicaments, on en a déjà parlé, il faut s'exprimer. Il faut aussi savoir ce qui s'en vient pour cette nouvelle tranche d'âge. Et aussi, il faut prévenir la clinique si vous devez changer un rendez-vous. Et, et on sait que dans ces temps de COVID, on peut passer d'un rendez-vous en personne à un rendez-vous virtuel. Également, vous pouvez décider si vous voulez que quelqu'un vous accompagne, que ce soit un parent, peut-être que le parent peut vous accompagner pendant quelque temps, mais cette décision vous revient à vous, le patient. Alors, les objectifs du parent, c'est apprendre à lâcher prise. On sait que c'est difficile, on comprend vos peurs. Alors, du jour au lendemain, le jeune qui voyait un médecin infantile passe à un médecin pour adultes. Donc, il faut que votre rôle change. Vous devez passer de la gestion au soutien. Maintenant, Evelyne va prendre la parole. Evelyne dit, il y a divers outils qui existent, des ressources qui existent pour vous aider dans cette transition. Et il y a My Transition, version 2, qui peut vous être utile. Alors, c'est bien de connaître votre maladie. Alors, par exemple, il y a 3 aspects. Premièrement, il y a l'âge, le diagnostic et les antécédents médicaux. Alors, vous vous rappelez peut-être pas quand vous avez eu les premières injections intra-articulaires, demandez à vos parents ce qu'il en est. Vous devez aussi indiquer votre plan de traitement. Quelquefois, ça prend de la pratique. Également, vous devez poser vos questions. C'est très important de parler de vous, de parler de vos préoccupations au cours de la consultation. Par exemple, un jeune va dire, voilà, j'ai 16 ans, j'ai reçu un diagnostic de polyarthrite juvénile idiopathique et d'uvéite à l'âge de 6 ans. Alors, je reçois des gouttes oculaires, du naproxène, du méthotrexate et je pense avoir une poussée d'arthrite parce que je me sens ankylosée le matin et c'est difficile pour moi de marcher. Également, vous devez vous occuper des rendez-vous
Alors, faites un suivi, par exemple, calendrier, agenda, téléphone, fixez les rendez-vous, les changez, faites une liste des membres de l'équipe, du rôle de chacun, l'information et faites le suivi dans 2 semaines. Alors, que ce soit les dates d'examen, résultats d'examen, consultation. Alors, on ne vous chasse pas, non, pas du tout. Vous êtes en train d'acquérir de nouvelles habiletés pour passer à la prochaine étape. Alors, nous souhaitons vous offrir un environnement positif où vous vous sentez encouragé à poser vos questions, à apprendre et à grandir. Thank you so much Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à ma présentation. Si vous avez des questions, je pourrai vous y répondre et on pourra y répondre aussi au cours des groupes de discussion. Merci, dit Jennifer. Merci à l'équipe de Women's College Hospital. Alors, Jennifer dit, j'ai retenu vos 3 questions. Alors, je pense que c'est facile de pouvoir résumer ça de cette façon-là. Maintenant, j'aimerais présenter notre première conférencière parmi les jeunes et elles vont parler de ce qu'elles ont appris au cours de la transition. Alors, Emma Leslie est liée à Cassie and Friends. C'est son rhumatologue pédiatrique, le Dr. Rosenberg, en Saskatchewan, qui nous l'a envoyé. Alors, on voit que la relation est très bonne entre Emma et son rhumatologue. Emma est née à Saskatoon. Elle est en 3e année du baccalauréat en sciences avec majeur en psychologie. Elle a reçu un diagnostic d'AGI quand elle était en 9e année et depuis, elle est une militante des patients qui sont atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Alors, pouvez-vous m'entendre? Demande Emma. Emma dit, j'aimerais remercier Cassie and Friends qui m'ont invité. Je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de séminaire. Alors, merci de me donner la possibilité de partager mon histoire ici. J'ai hâte d'en apprendre plus pour arriver à faciliter la transition. Alors, je vais répéter un peu ce que Jennifer a dit. Je m'appelle Emma Leslie, je suis née à Saskatoon et j'ai suivi mon traitement surtout à Saskatoon. À l'heure actuelle, je suis à Montréal, à l'Université McGill et j'étudie un bac en sciences. Alors, j'ai commencé avec un rhumatologue pédiatrique et puis, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de défense des patients grâce à des balados, des conférences, des comités. Alors, à Montréal, je suis avec l'association McGill qui s'occupe de santé mentale. Je suis aussi bénévole au Club de foot de Montréal et je m'occupe de recherche à l'Institut de recherche de Douglas. Alors, j'ai eu mon diagnostic à l'âge de 15 ans, en avril 2016. J'ai été soignée en clinique externe. J'avais une équipe extraordinaire qui s'occupait de moi et j'ai commencé la transition aux soins adultes quand j'avais 17 ans. Alors, ça faisait 2 ans que j'avais un traitement et puis cela a été organisé par le rhumatologue pédiatrique. Donc, on m'a
référé à un rhumatologue pour adultes. Donc, je voyais les deux rhumatologues en même temps pendant un certain temps. Et ma situation à l'heure actuelle, c'est que mon rhumatologue pour adultes est toujours en Saskatchewan, même si j'habite maintenant à Québec. Alors, Québec, qu'est-ce qu'il y a? J'ai les prises de sang, les médicaments, et puis évidemment, je me retrouve à l'urgence si c'est le cas. Alors, mon expérience de transition, c'est que tout s'est bien déroulé. J'avais accès aux soins et tout avait été bien organisé, que ce soit les prises de sang, que ce soit le transfert des médicaments d'une pharmacie à l'autre et d'avoir aussi un rhumatologue à Saskatoon, ça c'était facile. Mais il y a eu certains défis. C'est parce que je ne savais pas comment remplir les formulaires d'assurance. Je ne savais pas que dans certaines provinces, on ne paye pas pour la carte maladie. Et également, ce que je vois, c'est que je ne serai plus couverte par le régime d'assurance de mes parents. Alors, c'est tout un apprentissage. Et j'en apprends plus sur la maladie chronique, sur le fait d'être considérée comme une handicapée, pardon, parce que j'ai le statut de personne handicapée à l'université. D'une façon générale, ça a été quand même très réussi. Et j'ai eu un très bon appui, un très bon réseau de soutien. Euh, Mon médecin a vraiment aidé, mes parents ont aidé dans la transition. Donc, lorsque j'étais à Saskatchewan, ils m'ont trouvé toute l'information dont j'avais besoin, que ce soit les assurances, etc. Et mes parents m'ont montré comment remplir les formulaires et, et m'ont aidé aussi pour cette transition de soins pédiatriques à soins pour adultes. Alors, je suis une personne indépendante. Je me débrouille facilement. Alors, je passe beaucoup de temps au téléphone avec les représentants de mon établissement éducatif, avec le gouvernement. Et le système du Québec est très différent de celui que je connaissais. Alors, j'ai des amis du Québec qui m'aident, qui me parlent du système québécois. J'ai un oncle et une tante à Montréal qui m'aident pour le transport d'une clinique à l'autre lorsque il faut que j'y aille. Alors, par exemple, j'étais à une clinique où on s'occupait de pneumonie, mais il me fallait une certaine carte, etc. Donc, plus de temps on passe au téléphone pour avoir de l'information, plus on en apprend, quoi. Et c'est vraiment une question d'essai et d'erreur. Et je me suis rendu compte que si je n'avais pas de parents qui avaient joué un rôle actif dans les traitements et la transition, et sans l'aide de mon rhumatologue qui a pris le temps de faire la recherche, j'aurais jamais su par où commencer. Alors ça, c'est important de garder l'information, de savoir comment remplir les formulaires d'assurance, les formulaires du gouvernement, de parler avec les employeurs au sujet des maladies chroniques, d'avoir accès aussi aux prestations, aux bourses qui sont offertes aux personnes handicapées. Évidemment, ce n'est pas facile de me retrouver dans une nouvelle ville. Alors, j'aimerais qu'on voit une liste de contrôles pour les patients en cas de déplacement, avoir des avis, de savoir ce qu'on doit faire, quand faire les demandes, etc. En gros, c'est mon expérience. Alors, j'ai hâte d'en apprendre plus de la part des autres patientes. Merci beaucoup, Emma. Alors, vous nous avez donné des conseils et
C'est merveilleux que les parents peuvent vous aider. Maintenant, Chelsea Wolf. Chelsea Wolf, je l'ai rencontrée et elle est venue à notre programme PACER à Casey and Friends et travaillé avec l'Université d'Alberta pour recommander la transition pour les jeunes. Alors, Chelsea allait faire partie de notre première cohorte, mais elle s'est trouvée vraiment prise par ses études. Maintenant, elle est ambulancière paramédicale en Alberta, mais son AGI a été diagnostiqué quand elle avait 2 ans. Et nous sommes ravis d'avoir Chelsea avec nous ce soir. Alors, c'est bien de voir qu'il y a d'autres personnes comme moi ici ce soir. Alors, merci. Et je suis ravie d'être contente d'être présente ici aujourd'hui. Et je vais vous dire ce qu'il en est dans mon cas. Alors, je m'appelle Chelsea Wolfen, j'ai 23 ans, j'ai été élevée à Calgary et quand j'avais 2 ans, on a diagnostiqué que j'avais de la GI. Et puis, j'avais donc des gonflements et puis j'avais de la difficulté à marcher, mais à un moment donné, je boitais. Alors, ma mère s'inquiétait. Donc, au bout d'un certain nombre de tests, j'ai eu un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique. Alors, j'ai été voir un tas de spécialistes, il y a eu des essais, des erreurs, il y a eu des tests sanguins. Alors, aujourd'hui, j'ai une fatigue chronique, mes genoux me font mal, mais je suis vraiment reconnaissante à l'égard de l'équipe à l'hôpital d'Alberta et ils m'ont suivi à l'âge de 18 ans. Donc, je suis suivie par la même équipe de soins à l'Alberta Children's Hospital depuis une décennie, en fait. Et un rhumatologue ici présent est vraiment un grand soutien. Et j'ai vraiment confiance en ce rhumatologue. Et j'ai dû passer par un processus de deuil lorsqu'il a fallu que je change de médecin. C'était difficile pour moi d'établir un bon rapport avec mon nouveau rhumatologue, mais ma mère a fait le pont. Et c'était difficile pour nous d'accepter quelqu'un de nouveau. Donc, à Calgary, il y a une clinique de rhumatologie pour jeunes adultes. Alors, dans cet hôpital, c'est que toutes les ressources sont axées sur les jeunes adultes. C'est facile d'organiser les rendez-vous, ça se passe souvent la même journée. Ça a été très utile. Et en plus, il y a un bon service de consultation entre les divers cliniques. Et j'ai certains défis, les défis à relever. D'abord, c'est un environnement. Alors, c'est difficile d'arriver dans une grande clinique, d'attendre longtemps avant de voir le médecin. Et je passais seulement 10 minutes avec le médecin. Alors, j'étais mal à l'aise. C'était vraiment différent d'avec ce qui se passait avant. Et puis, lorsqu'on est un enfant, eh bien, on s'en va dans un endroit où il n'y a que des enfants. Mais lorsqu'on passe aux soins pour adultes, eh bien, on vous regarde d'une drôle de façon parce que vous êtes plus jeune que les autres. Alors, si j'ai besoin de radiographie, il fallait vraiment tout planifier à l'avance.
Alors, c'était beaucoup plus difficile que lorsque j'étais avec les soins pédiatriques. Et je passais très peu de temps avec le rhumatologue qui s'occupait des adultes. Et il fallait que j'ai ma liste de questions et il fallait aussi que je téléphone à diverses personnes avant d'avoir accès au médecin. Et c'est un monde nouveau. Les assurances, par exemple, c'est complètement dingue. C'est insensé, mais c'est la même chose partout, dans toutes les provinces. Lorsqu'on a 18 ans, on n'a pas nécessairement la couverture de ses parents. Et je ne peux plus avoir accès au régime d'assurance de mon père, par exemple, parce que je vais au collège. Alors, dans certains cas, les compagnies d'assurance refusent la couverture. Alors, il fallait que je trouve de l'argent pour payer les médicaments biologiques. Ça coûtait très cher. Alors, la transition, c'est déjà pas facile. Et alors, il faut aussi quitter l'école secondaire. Souvent, on quitte la maison aussi. Alors, il y a beaucoup de changements qui se passent en même temps. C'est très stressant. Et en plus, il faut s'occuper de sa santé. J'étais anxieuse, j'avais peur et j'étais à Fort Murray et j'ai décidé d'être ambulancière paramédicale dans une petite ville. Alors, les ressources sont limitées à Fort McMurray. Je sais que ça va me prendre du temps de trouver un rhumatologue qui comprenne mes antécédents médicaux parce qu'il y a tellement de paperasse. Et je peux dire que je peux planifier mes rendez-vous de rhumatologie quand je retourne à la maison. Mais il faut trouver des nouvelles pharmacies, il faut trouver un endroit pour avoir les tests sanguins aussi. C'était difficile d'expliquer pourquoi je dois avoir tel médicament. Vous savez, tout le monde me connaissait déjà et s'attendait à ce que j'ai certains médicaments. Mais quand je suis une inconnue dans un endroit, c'est différent, évidemment. Oui, vous savez, c'est tout un processus qui peut faire peur. Et il faut grandir rapidement parce que la transition se passe vite. Mais vous n'êtes pas seul dans ce processus-là. Si moi, je peux survivre en étant mal à l'aise comme je l'étais, j'ai fait des erreurs, j'ai été dans les mauvaises cliniques, j'ai oublié le formulaire pour le test sanguin. Alors, oui, j'ai fait un tas d'erreurs, mais cela arrive. Il faut aussi apprendre comment agit, comment pense un nouveau médecin. Et Cassie and Friends aident beaucoup. Et Cassie and Friends, Friends, c'est amis. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Friends, amis, parce qu'il y a des amis. Il y a des amis qui sont là pour vous aider à Cassie and Friends. Alors, ne faites pas tout seul. Alors, vous savez, les parents sont toujours là quand même, et même si vous devenez de plus en plus indépendant. Alors, pour moi, ce qui m'a aidé, c'était d'écrire toutes les questions que j'avais en tête. Je le faisais au téléphone. Alors, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, par exemple, si je n'avais plus de médicaments, il fallait que j'aille voir mon rhumatologue en sachant au juste quels médicaments je devais demander
demander aussi les radiographies. Il faut demander d'être soigné. Alors, il faut s'occuper des rendez-vous, apprendre tous ces nouveaux mots aussi, tout ce jargon médical. Et bien souvent, je ne comprenais pas toujours ce que le médecin me racontait et il a fallu que j'apprenne un nouveau vocabulaire. Alors, merci de m'avoir écouté. Et alors, comme le disent les psychologues, c'est normal de passer par un deuil, mais rien n'est impossible et vous en sortirez plus fort. N'oubliez pas que les parents sont là et lorsque vous êtes malade, on sait qu'on se sent protégé par les parents. Vous savez, c'est difficile pour les parents, c'est difficile pour les patients. Vous pouvez vous sentir perdu, vous pouvez avoir un sentiment de deuil. N'oubliez pas, c'est un processus. J'ai eu toutes sortes d'expériences. Le monde est dingue, c'est vrai, ça prend un peu de temps pour s'adapter. Merci pour votre patience. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, Chelsea. Alors, vous dites que vous êtes négative, mais vous êtes un rayon de soleil. Et les parents se sentent soulagés lorsqu'ils savent que vous pouvez leur téléphoner. Et maintenant, notre dernière conférencière parmi les jeunes adultes, c'est Trish Peters. Alors, j'ai rencontré Trish alors qu'elle était avec ses deux parents et elle recevait une bourse, Bonnie Camera, et c'est en Ontario. Et c'est offert grâce aux enfants malades, Sick Kids. Alors, j'ai vu Trish pour la première fois. Elle était accompagnée de ses parents et je l'ai vue passer par la transition. Maintenant, c'est une jeune adulte qui apporte beaucoup à Case and Friends. Elle est en 4e année à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario. Elle y étudie le commerce et fait une majeure en finance. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter Trish. Trish, à vous. Pouvez-vous me voir? Demande Trish. Mon micro fait de l'écho. Moi, je vais vous parler de la transition qui s'est produite à l'extérieur du cabinet du médecin. J'ai reçu le diagnostic à l'âge de 11 ans et j'avais des douleurs partout. Alors, j'ai reçu mon diagnostic en 2011 et puis, au fur et à mesure que j'avançais en âge, le méthotrexate devait être sous forme d'injection au lieu de pilules et moi, je déteste les piqûres. Je déteste les piqûres tellement que j'ai pratiquement pleuré quand il a fallu que je reçoive l'injection pour la COVID. Alors, écoutez, vous dire que mon père s'exerçait sur une pomme avant de me faire l'injection et puis ma mère hésitait aussi à me donner les piqûres et moi, j'ai une amie qui se donne les piqûres elle-même. Bon, je suis fière d'elle, mais moi, j'y arrive pas. Mais c'est vrai qu'il faut devenir indépendant. Lorsque j'ai quitté le rhumatologue pédiatrique, je suis passée immédiatement au service de rhumatologie pour adultes. Il n'y a pas eu de transition, non. Ça s'est fait brusquement, ce passage-là. J'ai rencontré ma rhumatologue pour adultes. Elle est différente de mon autre rhumatologue.
Elle est plus exigeante dans un sens et j'ai appris à ce moment-là comment ne parler que d'arthrite. Dans le cas de ma rhumatologue pédiatrique, je pouvais lui poser toutes sortes de questions, que ce soit l'acide gastrique ou autre. Elle pouvait m'aider avec divers aspects. Et je crois que j'ai quand même eu beaucoup de chance, mais lorsqu'on a 18 ans, vous terminez l'école secondaire et vous voulez aller à l'université ou en tout cas, vous devenez une adulte. Lorsque j'étais à l'université, je voulais être une enfant normale. Je jouais au rugby pendant très longtemps. Ce n'était pas peut-être recommandé dans mon cas, mais je le faisais quand même. Je jouais au rugby. Et lorsqu'on a 19 ans, les gens sortent, ils prennent un coup, ils font toutes sortes d'activités. Mais non seulement vous retrouvez dans une université où vous devez tout contrôler, les professeurs ne nous surveillent pas, vous devez songer à votre accessibilité, vous devez aller chercher tous les formulaires, vous êtes responsable, vous décidez de quand vous allez étudier, quand vous allez fréquenter les amis. Alors, c'est vraiment une grande transition lorsque vous allez à la transition. Lorsqu'on a 18 ans, c'est tout un changement. On change de rhumatologue et on change de vie. Alors, une question qui m'a été posée, comment est-ce qu'on peut réussir lorsqu'on veut tout faire en même temps? Et moi, j'ai de la difficulté à dire non. J'accepte tout. Alors, j'ai un travail et je vais aussi à l'université. Je suis inscrite à plein temps. J'arrive pas à dire non. Mais lorsqu'on a une maladie chronique ou toute maladie, en fait, que ce soit l'arthrite ou autre chose, il faut apprendre à dire non. Alors, au cours de l'été, j'ai dû refuser quelque chose parce que cela ne me convenait pas. Mais les jeunes qui vont à l'université, lorsqu'ils font la transition, vous voulez réussir, vous voulez tout accepter. Les autres jeunes gens peuvent dire non à certaines choses, mais quand on est malade et qu'on fait la transition à l'université, on a tendance à dire oui à tout. On veut saisir toutes les occasions parce qu'on ne veut pas regretter quoi que ce soit, d'avoir refusé d'avoir fait quelque chose. Mais malheureusement, en bout de ligne, vous allez ressentir de la fatigue. Alors, c'est important de bien gérer le temps. Alors, lorsque vous avez une maladie chronique, vous avez tellement de rendez-vous chez le médecin. Et je connais beaucoup de jeunes adultes de 16 ans qui sont indépendants. Alors, la gestion du temps, ce n'est pas vraiment un problème pour quelqu'un qui a une maladie chronique. Mais lorsqu'on va à l'université et lorsqu'on a un travail à temps partiel et lorsqu'on veut aussi voir les amis, il faut gérer son temps. On ne peut pas tout faire. Alors, il faut pouvoir dire non à l'occasion. Alors, mes amis et même mon copain ont peur de rater quelque chose. Et maintenant, je peux dire non plus facilement. Je dis non, je ne vais pas au party, par exemple. Je sais que je ne vais pas regretter. Je me sentirai mieux le lendemain matin. Alors, pour résumer, c'est important de s'occuper de sa santé mentale. Lorsque j'étais à l'université, j'avais de l'anxiété et cela se manifestait sur le plan physique. Alors, si j'avais une présentation à faire le lendemain matin, mes genoux faisaient mal, mes mains commençaient à avoir de la douleur.
mais je me suis rendu compte que le stress n'était pas bon parce que cela accentuait les douleurs que j'avais. Donc, il faut songer à la santé mentale. Alors, parlez aux parents, parlez aux amis, parce que les amis vous comprennent facilement. Les parents vont comprendre aussi comment vous vous sentez, surtout sur le plan mental. Et bien souvent, on ne voit pas ce qui ne va pas. Alors, il faut en parler. Et dernier point, il faut se préparer à la prochaine étape. C'est de pouvoir diriger son propre parcours, d'être prêt, de tout écrire, de tout ce qu'il faut faire dans le mois qui s'en vient. Alors, écrivez ça dans un calendrier, peu importe où vous l'écrivez, mais établissez des échéanciers. Et peu importe, je ne savais pas ce que j'avais. Donc, moi, j'ai tout écrit. Mettez-le quelque part. Faites des listes. Faites des listes de ce que vous devez faire. Si vous allez à l'université, alors planifiez à l'avance. Vous ne pouvez pas commencer à planifier un mois à l'avance. Et lorsque vous allez à l'université, vous devez préparer vos présentations quelques semaines à l'avance plutôt que quelques jours à l'avance. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter grâce aux médias sociaux ou par l'intermédiaire de Casey and Friends. Merci beaucoup, Trish. Alors, c'est la raison pour laquelle vous voulez avoir une présence dans le milieu des affaires. Alors, c'est merveilleux de vous écouter, Trish. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape de notre présentation. Nous allons passer au groupe de discussion. Vous allez voir un pop-up sur l'écran. On vous demandera d'accepter l'invitation au groupe de discussion et vous allez contacter et retrouver des jeunes gens de votre clinique ou des personnes qui travaillent dans diverses cliniques que vous connaissez. Alors voilà, j'attends que ça se passe. Alors, merci de nouveau à nos commanditaires et on va prendre quelques secondes. Je vois que les gens sont en train de recevoir leur invitation parce qu'ils disparaissent de l'écran.